Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un sourire qui réchauffe le cœur ce matin sur Europe 1. Celui de Boualem Sansal. 2 jours après sa libération, l'écrivain franco-algérien, toujours hospitalisé à Berlin, a pu communiquer sa joie d'être de retour en Europe. Noëlle Lenoir, la présidente de son comité de soutien, a notamment pu échanger au téléphone avec lui. Elle était l'invitée d'Europe 1 ce matin à 7h10. C'est quand même un personnage exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la voix d'un monsieur de 81 ans, mais surtout il a une pêche terrible. Oui. Tout ça, c'était extrêmement émouvant. Sa double patrie, c'est l'Algérie, mais c'est aussi la France. Sa culture, c'est la France. Sa langue, c'est la France. Et j'ai senti que, il était content de revenir à la maison. Dans quelques jours, vraisemblablement, Oui. il pourra revenir chez nous, c'est-à-dire chez lui. Il faut être fier quand même un peu de son pays. Il y a eu le jeu du ministre de l'Intérieur, de Bruno Retailleau, que j'ai trouvé extrêmement utile. Je pense qu'il faut rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé, y compris des diplomates français, sur ce dossier. Et puis surtout, il faut se réjouir ensemble. Noëlle Lenoir, invitée d'Europe 1 matin, interview à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Un autre soutien de Boualem Sansal, l'écrivain Kamel Daoud, a également pu s'entretenir avec lui. Entretien retranscrit dans le magazine Le Point ce matin. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne. Wilfried, on a donc des nouvelles ce matin de Boualem Sansal. Il va plutôt bien, c'est lui qui le dit, et il demeure combatif malgré 12 mois dans les geôles algériennes. Je suis costaud, tu sais, je ne vais pas être détruit par une petite année de prison. Voilà ses premiers mots quand Kamel Daoud lui demande comment il va. Boualem Sansal ne semble pas avoir perdu de sa fougue ni de son sens du verbe que ses amis connaissent si bien. Il parle de la France qu'il espère retrouver aujourd'hui, peut-être demain, lui qui a bien conscience du poids très politique de sa libération. Quant à sa détention, il en livre quelques bribes. Quand tu es là-bas, on te prend ta carte, tes papiers, ton téléphone. Mais est-ce que tu as pu lire, lui demande Kamel Daoud. Lire, c'est interdit, répond-il. Des livres de religion en arabe, voilà tout ce qu'il y a là-bas. Quand son régime carcéral change, il comprend les conséquences de la vaste mobilisation pour sa libération, à l'isolement, ayant peu de contact avec les autres prisonniers. Boualem Sansal n'en dit pas beaucoup plus sur le sujet, discret pour l'instant. Il raconte ensuite ses derniers jours d'incarcération. Changement de prison, transfert dans un hôpital d'Alger. Je n'étais plus un prisonnier mais un malade gardé, confie-t-il. Puis vient un visiteur dans sa chambre qui lui demande de mettre de l'eau dans son vin. Boualem Sansal rétorque: si je n'ai pas le droit de parler, alors qu'est-ce que je fais sur Terre ? Merci Wilfried de Villers en direct de Berlin pour Europe 1. J'espère que les relations entre la France et l'Algérie vont évoluer. Voilà ce que dit Boualem Sansal depuis son hôpital en Allemagne, estimant que la jonction astrale est bonne. Et c'est aussi ce qu'espère Paris, Maïa-Hélène Trémollet. Une relation apaisée, une reprise du dialogue calme et exigeante, c'est le mot d'ordre du Quai d'Orsay et de la place Beauvau au lendemain de la libération de Boualem Sansal. Malgré les multiples provocations d'Alger ces derniers mois, sur BFM TV, Laurent Nunez mise sur une politique de la main tendue et annonce même qu'il se rendra en Algérie prochainement. Il faut qu'on poursuive ce dialogue avec l'Algérie, mais dans des conditions d'exigence. On a beaucoup de choses à demander à l'Algérie, notamment pour ce qui me concerne, pour le canal sécuritaire. La stratégie du bras de fer ne fonctionne pas. Vous savez, le ministre de l'Intérieur algérien m'a invité à me rendre en Algérie, donc la probabilité que je m'y rende, elle est quand même très forte. En clair, l'heure est au dégel après presque un an durant lequel le gouvernement de François Bayrou aura tenté sans succès d'imposer un rapport de force avec Abdelmadjid Tebboune. Pour rappel, en août dernier, Emmanuel Macron lui-même réclamait dans une lettre plus de fermeté face à Alger. Et il y a moins d'un mois, une majorité de députés votait à l'Assemblée nationale une proposition de résolution pour dénoncer les accords de 1968. Un vote à portée symbolique pourtant ignoré par l'Élysée, malgré les sollicitations répétées du Rassemblement national. Maïa-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. En Ukraine, vaste attaque de missiles russes sur Kiev ce matin. Bilan 1 mort, 15 blessés selon les autorités locales. De son côté, la Russie annonce avoir intercepté plus de 200 drones ukrainiens cette nuit. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Marseillaise émouvante et solennelle hier soir à Paris, 10 ans après les attentats dans le jardin du 13 novembre 2015. L'hommage aux 130 victimes de ces attaques terroristes islamistes a été riche en émotions. Il a débuté à 18h avec, vous l'entendez, les bourdons des églises de Paris qui ont résonné en chœur dans toute la capitale. Oui, les églises qui sont un lieu de recueillement naturel pour les proches des victimes et pour des centaines d'anonymes bouleversés par ces attentats. L'église Saint-Ambroise, à quelques pas du Bataclan, commémore justement chaque année cette horrible soirée du 13 novembre 2015. Hier soir, elle est restée ouverte jusqu'à 2h du matin pour ce qu'elle appelle la veillée de l'espérance. Reportage Charles Bouchin.
Au cœur de la paroisse Saint-Ambroise, une plaque rappelle les noms des victimes des attentats du 13 novembre. Jacques s'agenouille devant elle pour adresser ses prières. C'est la première chapelle qui m'a attiré, vu qu'elle était déjà totalement éclairée par d'autres personnes qui avaient confié leurs prières. C'était un devoir aussi pour moi-même de perpétuer la mémoire de ces personnes qui se sont fait assassiner. Des prières aussi pour Briac, qui n'oublie pas le titre de la soirée, la nuit de l'espérance. Espérer que les victimes soient accueillies au Père là-haut, qu'elles fassent du bien pour les gens sur Terre. Certains fidèles tiennent à faire de ce moment un temps de partage. Kitry en fait partie. C'est important de vivre ça en communauté, d'avoir conscience qu'on a ce lieu dans le quartier qui permet à chacun de trouver un peu de consolation. Un lieu voulu par le père Pascal Nègre, très ému de voir sa paroisse remplie toute la soirée. Je suis bouleversé. Je devine dans chacun de ces visages une douleur profonde et une espérance aussi, parfois enfouie, parfois un peu mêlée à de la révolte, mais quelque chose que la beauté de ce qu'on vient de vivre a emporté. Le prêtre s'attend encore à de nombreuses visites dans sa paroisse. Depuis les attentats, il n'y a pas un jour sans que quelqu'un n'allume une bougie pour les victimes. Charles Bouchin, la nation se porte garante que tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque, promesse hier soir d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui annonce par ailleurs que les policiers intervenus au Bataclan dans les colonnes Alpha et Bravo pour neutraliser les assaillants se verront décerner la Légion d'honneur. Faut-il multiplier les salles de shoot, les salles de consommation de drogue à Paris, comme c'est le cas à Berlin ou Copenhague? C'est ce que plaide David Béliard, adjoint écolo à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, et candidat à la prochaine municipale. Pour l'heure, il n'existe qu'une seule structure de ce type dans la capitale, à quelques mètres de l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement. Objectif depuis son ouverture en 2016, permettre aux consommateurs de drogue de le faire dans un cadre sécurisé plutôt que dans la rue. Mais après 9 ans d'expérience, le constat est un échec thérapeutique. C'est ce qu'explique François Diot, hypnothérapeute spécialiste des addictions. Si ça fonctionnait si bien, ce serait pérennisé depuis longtemps. Une salle de consommation, c'est pas un dispositif de soins, c'est un dispositif de réduction des risques. On y accompagne la prise de produits, mais on ne traite pas l'addiction. L'idée, c'est d'éviter que les personnes s'injectent dans la rue, c'est pas le cas, malheureusement, et que surtout, ils évitent de faire des overdoses dans la rue et de se contaminer par les hépatites et par le sida. Seulement 10% des personnes qui viennent dans ces structures de proximité sont orientées vers l'étape suivante des centres de soins spécialisés. Maintenir dans l'usage, c'est pas soigner les personnes. Il faut les aider, leur donner les moyens, dans un cadre sécurisé, d'arrêter de consommer. Tant qu'il y a consommation, il n'y a pas possibilité de guérison. La salle de consommation qui ne répond pas à cet objectif est un échec thérapeutique. François Diot au micro européen de Romy Azoulay. Et puis c'est un spectacle européen, l'histoire de Notre-Dame de Paris. Sur scène, la comédie musicale La Dame de Pierre, dans le viseur de l'extrême gauche à Aix-en-Provence. Une intersyndicale dénommée Visa 13 pour vigilance et initiative syndicale antifasciste appelle à se mobiliser afin d'empêcher la tenue de la représentation dimanche soir, dénonçant, je cite, un numéro pseudo-historique au relent réactionnaire. C'est gravissime, alertent les organisateurs qui restent déterminés. On jouera, quoi qu'il arrive, ont-ils annoncé. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. 2 ans déjà que le spectacle est joué sans que cela ne pose de problème. Au contraire, même face à l'affluence, une seconde représentation est programmée dans la foulée à Aix-en-Provence. C'est pourquoi cette mobilisation soudaine pour obtenir l'annulation de la Dame de Pierre est un véritable coup de massue pour le metteur en scène Corentin Stemler. Mais il y a des syndicats qui veulent faire annuler le spectacle, syndicats qui sont là pour défendre les droits des travailleurs et qui veulent en fait nous empêcher de faire vivre les 100 personnes qui participent à la Dame de Pierre. C'est évidemment une tentative de censure, d'expliquer aux gens ce qu'ils ont le droit de voir ou de ne pas voir. Il faut arrêter de politiser tout. Et Corentin Stemler qui alerte, si les manifestants obtenaient l'annulation de ces représentations, cela créerait selon lui un précédent. Si ces personnes arrivent à leur fin et réussissent à faire annuler un spectacle, ils s'arrêteront pas là. Et c'est pourquoi les producteurs de la Dame de Pierre se veulent rassurants. Ils sont en lien étroit avec la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui prévoit un dispositif de sécurité adapté afin de garantir la bonne tenue du spectacle dimanche. Marseille, Stéphane Burgat, Europe. Un mot de football, la France qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Victoire 4-0 face à l'Ukraine hier soir au Parc des Princes. Merci beaucoup Fanny Marceau. Le mondial américain pour les Bleus, c'est formidable. Je vous rappelle à partir de 8h30 vos